Bonjour à tous. Vous pouvez rallumer les Twitter et tout ça, c'est plus confidentiel. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les tables externes et plus particulièrement comment filtrer les tables externes et on va voir ce que ça peut vous apporter dans vos développements. Avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Vincent Huneau. Je connais FileMaker je joue avec FileMaker depuis FileMaker 2, donc ça remonte déjà à quelques années. Disons que parallèlement à ma scolarité, j'ai développé comme ça à droite à gauche pour des petites associations ou des petites entreprises, des petites solutions ou pour des amis. Et c'est vraiment depuis 2001 que ça a pris une part importante dans ma vie professionnelle. Je travaille à Lux Développement, donc rien à voir avec le développement web ou informatique, mais c'est l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Donc on parle plutôt de développement international, enfin de développement pour les pays en voie de développement. Et au travers de cette agence, donc, on gère énormément de flux financiers qui nous sont octroyés par le ministère des Affaires étrangères et on gère une grosse partie de notre activité, toute notre application métier est développée en FileMaker. Donc en fait, depuis 2001, je suis au sein du service informatique de cette agence et j'ai participé au développement de tous nos outils qui reposent sur du FileMaker. Donc c'était à l'époque en FileMaker 6 et puis maintenant on est en FileMaker 11 et on commence à introduire le 12. Et le 13, certainement prochainement. Parallèlement à ça, je commence timidement, on va dire, une activité en tant que développeur indépendant. Et c'est vraiment tout récent. C'est ma 4e FMConf. Et c'est la 2e en tant que speaker. J'ai commencé l'année dernière à Lyon, où j'avais présenté un topo. Et donc... entre-temps, j'ai fait un petit crochet par Montréal également pour présenter les sujets qu'on va voir aujourd'hui et demain. Et voilà. L'agenda de la session, sans grande surprise, on commencera par une introduction. Ensuite, on verra deux façons de faire des filtres, de filtrer les tables externes. Vous verrez que FileMaker nous propose deux possibilités. On verra les deux niveaux sur lesquels on peut agir pour faire des filtres. Ensuite, on verra successivement 4 manières de filtrer les tables externes. Donc, filtrer avec des valeurs, filtrer avec des intervalles. On filtrera également avec du texte libre. Et ensuite, on verra également les filtres avec des clés multiples. Et ça, ce sera donc la partie un petit peu démo. Et ensuite, je vous proposerai de consulter deux fichiers. On verra un petit peu de deux cas avec des exemples de filtres imbriqués et des exemples de tables externes qui servent à filtrer. Donc ces deux exemples-là, ce sont des fichiers sur lesquels j'ai travaillé au sein de mon entreprise. Et je vous montrerai comment on a intégré finalement toutes ces techniques pour répondre à nos besoins. On terminera en guise de conclusion par les bonnes pratiques, quelques petites choses à respecter si on veut intégrer les filtres dans les solutions. En introduction, on va rappeler qu'est-ce que c'est qu'une table externe. Hier, on a vu que Google était une grosse source d'inspiration pour trouver de l'information. J'ai cherché sur Google, j'ai tapé table externe, je trouvais ça. C'est vrai, hein, c'est marqué là, table externe. Je vous avouerai qu'on ne va pas se mentir, c'était pas le plus représentatif. C'était peut-être même la seule image qui n'était pas du tout dans le contexte et qui n'avait rien à voir avec les bases de données. Quand on parle de table externe, bien sûr, on va plutôt parler du graphe relationnel et de deux occurrences de table avec une liaison. Ça va être le point de départ. En mode layout, on va plutôt parler de ce genre d'objet. Et quand on passe en aperçu, bien sûr, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est qu'une table externe ? Si vous avez vu les FileMaker Training Series, il y a le FileMaker Training Series pour le 11 et pour le 12 qui consacre un chapitre sur tout ça, toute cette partie. D'ailleurs, la présentation va suivre une bonne partie de ce que vous retrouverez dans les FileMaker Training Series.
Et donc FileMaker nous dit que c'est un élément fondamental de la boîte à outils du développeur. Effectivement, dès lors qu'on va commencer à faire une solution, si on veut aller au-delà d'un mode liste et puis d'un mode fiche, dès qu'on va avoir deux tables, on va être rapidement confronté à la table externe, et de là, c'est effectivement un objet incontournable. Ça, ce sont des exemples de tables externes, vous en connaissez, à chaque fois qu'on a finalement quelque chose de quelque chose, on a une table externe. Bon, voilà. Une table externe, c'est également une manière, une manière d'avoir un contexte à partir duquel on va faire un tableau de bord. Donc on peut, comme on le voit en haut à gauche, on peut imaginer sur un seul layout d'avoir un tableau, tout simplement, qui va reprendre des données synthétiques. On peut imaginer d'avoir à côté un graphique qui, lui, va faire appel à une autre occurrence de table. Cette occurrence de table va apparaître selon certains critères. Ensuite, on pourra avoir un autre tableau, un autre graphique, et tout ça, à partir du même contexte, faire appel finalement à plusieurs occurrences de table et avoir un modèle synthétique. Donc ça va être assez pratique pour faire des tableaux de bord. C'est aussi quelque chose d'assez pratique, voilà, quand on a un modèle. Vous avez tous déjà vu ce genre de modèle où on a une liste à gauche ou à droite, et on a une liste avec finalement la table externe, et quand on va cliquer dessus, on va faire apparaître le détail d'items qu'on a cliqué. Alors là, sur l'exemple, effectivement, quand on a une vingtaine d'items, c'est assez simple, mais quand on fait par exemple la liste des clients, après ça dépend du nombre de clients qu'on a, mais on peut avoir des listes qui sont très très longues, et du coup, quand on va rechercher quelque chose, ça va être un petit peu pénible. Donc là, du coup, le fait d'avoir un filtre qui va nous permettre de raccourcir cette liste et d'aller directement à ce qu'on recherche, ce sera assez intéressant. On va retrouver un petit peu la même chose quand on fait une fenêtre modale. Quand on doit choisir dans une fenêtre modale, dans une liste déroulante qu'on a 200 items, 300, 1000, voire plus, ça risque d'être un petit peu pénible. Là aussi, si on rajoute un filtre au-dessus, on va voir que ça sera beaucoup plus pratique. C'est également une façon de représenter un modèle de données. Donc là, on a effectivement quelque chose de très classique, des clients, puis des factures. Ces factures sont liées à une occurrence de détails de facture. Ces détails de facture sont liés à des produits. Et finalement, si on fait, selon le contexte dans lequel on est, on peut être sur un layout client et puis faire afficher tous les produits qu'a commandé ce client, bien sûr les factures, mais à l'inverse, on peut se mettre sur l'occurrence de produits et puis voir quels sont tous les clients. Donc finalement, avec les tables externes, on va pouvoir avoir une représentation calquée sur le modèle de données qu'on veut mettre en évidence. C'est aussi une astuce pour les développeurs. Si je fais apparaître la photo de Yann ici, ce ne sera pas une surprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que Yann nous a présenté l'année dernière. À l'époque, vous vous rappelez, on a vu la rétrospective en 2013, l'année dernière, quand on a fait la conférence. La 13 n'était pas encore sortie, donc les pop-overs n'existaient pas. Et Yann nous avait fait une démonstration où, entre autres, il montrait comment, dans des tables externes, il arrivait finalement à faire du pop-over en rajoutant, en intercalant des records temporaires, finalement, dans lesquels on affichait des boutons. Et ensuite, une fois qu'on cliquait sur le bouton, le record a été effacé. Donc, ce sont un exemple d'astuces que les développeurs peuvent utiliser. Donc, si on peut détourner les tables externes pour arriver à d'autres fins, Yann en est le maître. Donc, c'était juste pour illustrer cette partie-là. Pour résumer, donc, finalement, c'est une façon d'afficher des listes d'enregistrement selon des critères définis. Donc, si on modifie un critère à gauche de la liaison, ce qu'on va avoir à droite, bien sûr, va changer. Et de la même manière, si on rajoute des critères à gauche de la liaison, la liste qui est à droite va se modifier. Donc, finalement, on peut dire que en jouant sur les critères, on peut dynamiquement modifier la liste. Et ça, c'est finalement là-dessus que tout va reposer.
Je vous le disais tout à l'heure, il y a deux façons de filtrer les tables externes, ou en tout cas deux niveaux, parce qu'après les façons, effectivement, c'est ce qu'on va voir, mais il y a deux niveaux dans lesquels on va pouvoir interagir sur les tables externes. Le premier niveau, c'est au niveau du lien, donc dans le graphe de lien. Lorsqu'on va rajouter des critères dans les liaisons, on va automatiquement jouer sur ce qui est à droite. C'est ce que je viens de dire juste avant. Donc, en jouant sur les critères d'égalité ou d'inégalité, on va plus ou moins pouvoir affiner ce qu'on veut faire afficher. L'autre possibilité pour filtrer les tables externes, ce sera directement au niveau du modèle, où là on va jouer sur les propriétés de l'objet. Donc en double-cliquant sur la table externe, on va accéder à cette option filtrer les enregistrements de la table externe, et là on va pouvoir rajouter des options qui vont nous permettre de filtrer. Tout ça, c'est la partie théorique. Après, on va passer en mode démo, et ce sera un petit peu plus parlant. On verra en détail justement ce qu'il y a derrière ce bouton. L'intérêt de cette méthode, c'est que elle ne rajoute pas d'occurrence de table, on agit directement au niveau du modèle, donc on ne change pas le graphe relationnel. Donc on garde la structure de nos données telle qu'elle est. En revanche, les enregistrements qui sont liés, c'est pas la même chose que les enregistrements affichés par ce biais de filtre ne sont pas les enregistrements liés. Mais ça, on le verra également. Donc du coup, il faut en tenir compte si on veut faire des calculs par rapport à la liste qu'on affiche. Il faudra en tenir compte. On verra également des exemples là-dessus. Il y a alors cet écran-là, vous avez vu qu'il va bien changer. Dans les solutions de démarrage, il y a la solution de facture qui comporte un très bon exemple. Ou dans lequel on va avoir une table externe avec des boutons qui vont modifier une valeur. Et donc là, on verra que, si vous allez faire un tour dans cette solution, vous verrez que le total qui est en bas, justement, est un total qui est calculé avec une fonction execute SQL pour justement permettre de rafraîchir, puisque la table externe est filtrée au niveau du modèle et non pas au niveau du graphe relationnel. La première façon de filtrer, donc on va passer au filtre sur des valeurs. Donc, quand on change les valeurs de la rubrique, on modifie la liste des enregistrements de la table externe. Pour ça, on va ajouter un champ filtre et un champ, et on va changer la valeur du filtre. On va voir ce que ça donne en mode démo. Donc, excusez-moi, on est ici dans un fichier très simple, donc un client, une table client, avec une occurrence de facture et une bête liaison sur l'identifiant unique. Okay, on n'a rien d'extraordinaire dans ce fichier. Donc là, on a ici 500 clients et on va avoir 3000 factures dans l'autre table, et toutes les factures sont affectées aux 500 clients. Et pour chaque client, donc, on retrouve ici on a le récapitulatif de toutes ces factures. Et ce que je vous propose de faire ici, donc vous voyez, on a ici le nombre de factures, on est à 7 factures. Ça, c'est un calcul. Et on va commencer avec une première méthode où on va filtrer au niveau du modèle. Et vous allez voir que ce chiffre-là ne va pas changer. En revanche, donc maintenant, on va créer un filtre que je vais appeler filtre statut. Ce filtre-là, je vais le mettre en global, comme ça je pourrai le réutiliser sur toutes les fiches. Et je vais venir le glisser, je vais prendre un format radio. OK. Et je vais prendre donc le filtre que j'ai rajouté ici. Voilà. Je vais rajouter une value list. Alors, ça tombe bien, j'en ai une qui est toute prête, avec donc toute payée ou voilà. Donc on a ici toutes les valeurs qui vont nous permettre de filtrer. Enfin, on va filtrer sur les valeurs qu'on veut utiliser ici dans ce portal. Pour que ça marche correctement, on va devoir rajouter ici un script trigger, et à chaque fois qu'on va donc modifier
le champ, on va jouer un script refresh qui n'a pas, voilà, c'est juste un refresh, rien d'extraordinaire, mais c'est un petit peu la condition pour que ça marche correctement. J'enregistre. Donc, ça marche super bien. Comment ? Il faut que je filtre la TE, bien sûr. Donc, on va double-cliquer sur le filtre ici. Donc, pour ce qu'on voit, voilà, chaque enregistrement sera visible lorsque, et donc là, on va utiliser la logique booléenne, lorsque le résultat est vrai ou n'est pas nul, le record sera affiché, et lorsque le résultat est faux, bien sûr, ça sera complètement, enfin, ça ne sera pas apparent. Donc, on va dire ici que si, par exemple, le filtre est égal à toutes, je vais mettre 1, puisque le résultat est vrai, donc du coup, on va afficher tous les enregistrements. Ce sera vrai donc pour tous les enregistrements. Je vais également rajouter que si le filtre correspond voilà, au statut, le résultat sera également vrai. Et on va déjà essayer comme ça. J'enregistre. Donc, non payé, on a ici non payé, filtré, et là, on a toutes les valeurs. Donc, vous voyez que si je passe en non payé, j'ai qu'un seul enregistrement qui apparaît, mais ici, le nombre qui apparaît ici, lui, c'est un calcul. Donc, on a ici nombre facture. Lui, c'est un calcul. Il ne tient pas compte du filtre qu'on a fait au niveau du modèle. Et donc, le calcul, lui, reste cohérent. C'est pour ça que dans l'exemple, dans ce que je vous disais, au niveau des solutions de démarrage, la solution facture, c'est un bon exemple qui illustre justement un calcul qui est fait en exécute SQL pour pallier ce problème. Comment ? Oui. Mmh. Alors, je vais reprendre la démo. Les deuxièmes filtres, ce sont les filtres avec les intervalles. Donc ça va être assez pratique, notamment pour les dates. Ça sera pratique également pour tout ce qui est chiffres. Là aussi, la mise en œuvre, elle va être assez simple. On va créer deux rubriques, une rubrique début, une rubrique de fin, et on va ajouter ces deux rubriques dans la liaison. Donc cette fois-ci, on ne sera plus au niveau du modèle, mais on sera dans le graphe relationnel. Et on va voir ce que ça donne avec. On va partir du même fichier. Donc on a toujours les mêmes nombres d'enregistrements. Cette fois-ci, on va rajouter un champ Z filtre. Filtre date début type date créé. OK, je vais dupliquer, on va appeler fin. OK, on va rajouter le champ date ici et celui-ci ici. OK, je vais rajouter dans la liaison les deux champs début. Donc là, on va utiliser l'opérateur d'inégalité. Celui-ci pour la date de fin. Non, oui, effectivement, sur le client, ça ne va pas le faire, merci. Change et fin. Oula, là, bon. Début, date. Voilà, merci. Non, je vais refaire la même chose. Don't save.
Ça, la date, change. OK. OK, voilà. Donc les champs sont vides. Ici, donc là, du coup, on ne voit rien. Je vais rajouter le date de début, date de fin. Oui. C'est effectivement, on a l'habitude de saisir les dates autrement. 31/12/2014. Non. « 12/31. Non, 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 ça va pas du tout. Ouf. 14. Si quelqu'un après fait une formation sur comment on saisit les dates, je suis preneur. Voilà, donc ça marche plutôt bien quand on saisit les bonnes dates. Donc là, ici, on est au niveau effectivement du graphe relationnel. On n'a pas de filtre qui se joue à ce niveau-là. Donc là, dans ce type de relation, si j'affiche le nombre de records qui sont liés, effectivement, ça va être complètement à jour. Le troisième type de filtre, ça va être filtré avec du texte libre. Donc ça ressemble effectivement à du quick find. L'intérêt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a par exemple une petite fenêtre modale qui apparaît avec une grande liste de 500 ou plus. Au fur et à mesure qu'on va frapper du texte, on va réduire considérablement la liste. Et ça, on va le faire avec cette technique-là. Donc c'est la technique qu'on appelle souvent sur le forum filtre frappe. Finalement, c'est aussi un filtre sur intervalle, et la technique va consister à rajouter quand je vais taper la lettre A, on va prendre en compte le critère A qui va définir le début de l'intervalle, et on va rajouter à cette valeur-là ZZZ qui devrait nous donner, donc, dans l'exemple qu'on a ici, l'intervalle entre A et AAZ. Donc vous voyez qu'il est peu probable qu'on ait des mots qui se terminent par AZZZ et quelque chose. Donc tout ce qui va être entre cet intervalle-là va apparaître. Et donc au fur et à mesure de la frappe, on va réduire considérablement ce qui est vrai dans l'intervalle, et ça va être assez intéressant. Donc pour la mise en œuvre, ici on va avoir un champ de saisie, 2 champs calculés pour la liaison. On peut le faire également en un. Là dans l'exemple, on va le voir avec 2 champs. On va passer, voilà, donc cette fois-ci, là je n'ai rien à taper, les champs sont déjà tapés. On a au niveau du graphe relationnel, on a toujours la table facture et la table client, donc on a juste changé un petit peu de contexte cette fois-ci. Et j'ai rajouté une table utilitaire dans laquelle on va avoir ici le champ filtre qui va nous servir pour la saisie du critère. Ensuite, on va avoir un champ de début, un champ de fin, et juste un champ nombre pour voir comment on va évoluer dans la recherche. Donc, on est sur un contexte un petit peu ici différent. On va appeler une fenêtre modale, qui sera basée sur ce contexte-là et qui va lier sur les noms de sociétés. Donc voilà, ici on a le début, les sociétés, fin, et les sociétés avec les opérateurs d'inégalité. Donc je suis par exemple sur cette facture-là, et je voudrais réaffecter cette facture à un autre client. Je vais pour cela appeler une fenêtre modale, voilà, et ici on a 500 enregistrements. Donc si je veux affecter cette facture-là au client Martin, alors voilà, ça c'est la méthode classique, je cherche Martin là-dedans, ça peut être un petit peu long. Alors que si je fais ici MAR, voilà, en 3 frappes clavier, je suis passé de 500 enregistrements à 5 enregistrements, et donc je vais pouvoir trouver ici Martin assez rapidement. Voilà, ou si je veux l'affecter à South, voilà, en deux j'arrive tout de suite sur le client que je recherche. Donc ça, c'est très pratique. Ouais. Donc là, on a, je reprends l'exemple A tout à l'heure, on va chercher dans l'intervalle
à partir de A jusqu'à AZ. Si je reprends Martin, M-A-R, on cherche de Mar à Mars-Z, et donc Martin se trouve dans cet intervalle-là. Donc c'est vraiment très très efficace pour ce genre d'application. Ok. Filtrer avec des clés multiples ou les clés multilignes. Donc là, du coup, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, quand on va chercher sur plusieurs mots, on va pouvoir mettre justement les noms du client avec des retours chariot. Ça devrait plutôt correspondre. Donc dans une relation classique, quand on a effectivement, si je tape voiture, je vais avoir tous les enregistrements à droite qui comportent voiture qui vont apparaître. De la même, maintenant, si je rajoute un retour chariot à gauche, eh ben, on va avoir une liaison également à droite avec voiture, puisque je vais avoir tous les éléments qui contiennent voiture à droite vont apparaître, et moto va également fonctionner. Donc le dernier item qui a que avion et moto va apparaître aussi, puisque la liaison sera vraie entre moto à gauche et moto à droite. Donc il n'y a pas besoin d'avoir tous les éléments qu'on a à gauche doivent être vrais à droite. Si un des éléments fonctionne à gauche, il va fonctionner à droite. Et donc du coup, si on utilise un retour chariot pour séparer le nom-prénom, par exemple, ou les différents items qui composent le nom d'une entreprise, on va pouvoir rechercher sur commence par, mais au niveau du mot, effectivement, pas à l'intérieur du texte. Donc ça marchera dans ce cas-là. Donc ça permet d'avoir plusieurs liens valides à partir d'une seule rubrique. Donc ça peut être intéressant aussi à mettre en œuvre. On va regarder ce que ça fait dans une table externe comme celle-ci. Donc ici, voilà, j'ai pris quelques enregistrements dans lesquels j'ai rajouté quelques mots comme ça un petit peu au hasard. Enfin, le but c'était surtout d'avoir effectivement des mots qui vont se retrouver un peu à gauche et un peu à droite. Là, on a un exemple également avec, par exemple, Pierre Dubois, qu'on va décomposer avec chacune des lettres. Et donc là, du coup, ça marchera également au fur et à mesure qu'on va frapper. Alors, bien sûr, ça a des répercussions sur, on a vu les index, on peut difficilement imaginer ça sur tous les records, et surtout si on a beaucoup de records, ça va complètement faire exploser les index et surtout le poids de la base. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser peut-être sur des petites solutions où on n'a pas trop d'informations. Donc, si je tape FileMaker, je vais avoir ici donc les deux éléments qui correspondent à FileMaker qui vont apparaître. Et si je rajoute maintenant Word, ici, vous voyez que j'ai pas FileMaker, mais on a bien le Word, enfin l'enregistrement qui apparaît parce que on a le Word qui apparaît. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez pratique aussi à mettre en œuvre si on veut, si on utilise par exemple avec des cases à cocher. Donc là, je vais utiliser la liste qui contient tout simplement toutes les valeurs. Voilà. Juste pour vous montrer que le principe est le même finalement, puisque à chaque fois qu'on va cocher un élément, la valeur qui va être remplie va être alimentée par des retours chariots. Donc au fur et à mesure que je vais cocher, tous les éléments vont apparaître. Et donc ça peut être un type de filtre qu'on va pouvoir mettre en œuvre assez facilement également pour l'intégrer dans l'interface. Ça, c'était un petit peu la partie théorique, c'était un petit peu ce qu'on trouve dans le manuel FileMaker au niveau des FileMaker Training Series. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer deux fichiers sur lesquels j'ai travaillé et dans lesquels j'ai intégré justement plusieurs filtres et pour permettre aux utilisateurs d'arriver assez rapidement à ce qu'ils cherchent. Alors, le premier fichier, c'est un fichier en FileMaker 11. Ouh, pas bien.
Ok, donc ça c'est l'interface qu'utilisent les utilisateurs qui travaillent principalement sur justement, enfin sur la gestion des flux financiers. Et donc on a des budgets qui sont répartis sur des tâches et des activités et qui sont répartis également sur des engagements. Donc un engagement, à chaque fois qu'on a un contrat avec une entreprise, on va créer un engagement pour réserver une partie de ce budget. Et donc l'intérêt, c'était de voir, voilà, ici on a par exemple 140, bon, ce qui n'est pas énorme, mais pour la personne qui doit travailler avec cet outil-là, si elle doit rechercher un enregistrement en particulier, ça peut être un petit peu embêtant, surtout que bon, on avait fait le choix dans cette interface-là de travailler justement avec que des tables externes, donc on n'était pas en mode liste avec des recherches et des choses comme ça. Donc au niveau de la structure de la base de données, on est plutôt sur un graphe relationnel en étoile, donc on a un enregistrement en session, et après on va avoir dans tous les onglets des tables externes qui vont nous permettre de travailler. Donc on ne voulait pas utiliser le mode liste avec des recherches, et c'est pour ça qu'on est sur des tables externes, et du coup, c'est pour ça qu'on a essayé d'implémenter des filtres. Donc ici, on a fait le choix d'imbriquer des filtres, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais rajouter des critères, les listes de valeurs qui sont ici vont diminuer en fonction de ce que j'ai sélectionné. C'est tout simplement dû au fait que je vais utiliser la liste de valeurs par rapport à la liaison. Donc là aussi, suivant le contexte, soit on dit j'ai une autre occurrence de table qui va montrer tous les enregistrements, et donc dans ces cas-là, la liste de valeurs sera toujours la même, elle comprendra toutes les occurrences disponibles. Et si en revanche, je m'appuie sur l'occurrence de table filtrée, là, au fur et à mesure, je vais réduire les listes de valeurs qui sont ici. Donc là, si j'affiche tout, donc on a un petit bouton qui permet de supprimer tous les filtres. Si je prends donc tous les disponibles, au fur et à mesure, bon, là c'est pas très parlant. Voilà, ici validé, bien sûr, je vais avoir que le choix d'avoir un validé. Donc au niveau de comment ça se passe, on a ici j'ai repris le même tableau. Je vais vous montrer le graphe relationnel, je l'ai un petit peu simplifié, hein. J'ai tout mis à droite, comme ça, voilà, ça fait un peu de ménage. Donc au niveau de la session, on a énormément de liens, ça aussi c'est très discutable, hein. Mais là ce qui nous intéresse, c'est la partie, voilà, on est lié donc à un identifiant unique sur les projets, donc on va filtrer déjà sur le code du projet. Ensuite on a un lien spécifique pour les types d'engagement, l'état de l'engagement, la disponibilité, le libellé. Donc on interagit sur plusieurs champs, et donc ici on verra un exemple d'intervalle sur l'engagement, sur le numéro de l'engagement. Donc tout ça mêlé ensemble, ça nous donne cette interface-là. Ici, je voulais que les utilisateurs puissent retrouver un petit peu la même expérience qu'ils avaient quand ils faisaient justement des recherches, puisqu'avant, on était plutôt dans un mode liste avec des modes find, des choses comme ça. Donc si je recherche par exemple les enregistrements de 5 à 10, je vais mettre 3 petits points comme ça, et on va retrouver dans un filtre comme ça la même façon de filtrer les enregistrements. De même que si je veux les enregistrements jusqu'à 10, je vais utiliser la même façon de faire que les intervalles dans la recherche pour filtrer de cette manière-là. Donc au niveau ce portail-là, je l'ai copié ici, et là on va retrouver ici les critères dans lesquels on va saisir les filtres. En dessous, on va avoir le champ qui va nous permettre de faire la liaison, donc ça c'est le champ à gauche de la liaison, et en dessous donc on a la table externe avec les valeurs qu'on recherche finalement dans un autre champ qu'on va créer à droite de la liaison, et c'est le match en ces deux champs-là qui va nous permettre d'afficher les enregistrements. Donc par défaut, vous voyez qu'on a ici des retours chariot avec des halls. Donc quand le champ est vide, quand le filtre est vide, la valeur qui va nous permettre de faire une liaison qui va être vraie, je vais par défaut mettre un all à l'intérieur, et comme de l'autre côté, je vais également alimenter une rubrique spécifique avec la valeur que contient le champ, plus un retour chariot et le all, la liaison va marcher. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la technique des multiclés.
Donc cette technique-là, en l'utilisant sur tous les champs, bah, ça fonctionne correctement. Voilà, donc là ici je recherche la valeur voilà, rof. Donc tous ceux pour lesquels effectivement on a rof qui apparaît, ça va marcher. Et lorsque je retire ce champ-là, bah, c'est la valeur all qui va être prise en compte. Et comme la valeur all est rajoutée dans tous les champs, ça va fonctionner. Ici, pour les intervalles, donc si je mets un intervalle jusqu'à 10, voilà la valeur qui est calculée. Donc on va chercher l'intervalle entre 0 et 10. A l'inverse, si je dis je veux chercher l'intervalle entre 20 et 40, donc 3 petits points, voilà. C'est les deux valeurs qui sont saisies qui vont permettre de faire la recherche. Et si je veux chercher les enregistrements à partir de 60 jusqu'à la fin, on va automatiquement rajouter un 9999 qui me permettra d'afficher tous les enregistrements. Donc cette fonction-là, enfin le filtre, voilà, c'est plutôt le lien sur l'engagement num. Voilà comment il est organisé. Donc j'utilise ici la fonction, c'est la fonction définir. Je m'excuse, on travaille avec le FileMaker anglais, mais la logique est complètement la même. Donc ici on prévoit tous les cas. Donc à partir de, jusqu'à 50, à partir de 100, dans un intervalle. Quand on cherche une seule valeur et finalement par défaut, quand l'ensemble est vide, voilà les valeurs qui sont renseignées. Donc on crée les résultats en fonction de l'intervalle et c'est avec ça qu'on va donc créer la liaison pour rechercher un intervalle. Donc tout ça, tous ces types finalement de filtres imbriqués les uns les autres, ça permet donc aux utilisateurs d'accéder rapidement à ce qu'ils veulent. Et bon, d'après ce que j'en ai vu, ils sont plutôt contents. Voilà. Je vais vous montrer maintenant l'autre fichier qu'on a importé. Et donc là, on utilise des tables externes qui vont elles-mêmes permettre de filtrer les autres tables externes. Donc ici, la direction voulait qu'on mette un outil en avant. C'est un outil qui permet d'avoir une vision, donc la vision 2020, une vision sur les objectifs des prochaines années. Et c'était notamment pour communiquer avec le ministère des Affaires étrangères, qui est notre client principal. Et c'est un peu dans le but d'une démarche qualité. Comme on a des acteurs qui sont répartis sur différents continents, on voulait avoir un seul outil qui allait permettre à tout le monde de pouvoir rajouter ses inputs et notamment avoir un plan d'action à jour pour les différentes réunions. Donc il y a une personne qui a un droit d'administration sur cet outil et qui va rajouter les différentes composantes de ça. Donc on a les dimensions, donc là vous voyez qu'on a des items qui sont assez courts, stratégie, item, structure, donc ça c'est des valeurs qui sont assez simples à filtrer. Ensuite, on a des objectifs. Donc là, vous voyez que on commence à rallonger un petit peu les items. Et puis les codes, finalement, enfin, si c'est du A1, A3, bon, ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent quand même avoir le libellé. Donc ça, c'était à prendre en compte. Ensuite, chaque objectif est composé de tâches. Donc là, vous voyez que les libellés s'allongent encore. Hein. On a des choses qui sont assez volumineuses. Et ainsi de suite. Donc après, on termine avec les activités. Où là, bon, on peut même avoir des retours chariots à l'intérieur des activités. Donc on a quelque chose d'assez... on a ça, il faut faire avec. Et on nous demande d'avoir un outil qui va nous permettre de filtrer, d'accéder rapidement à nos données. Donc du coup, on a un plan d'action. Donc ça, c'est la partie utilisateur. Et toute cette partie-là sont des filtres qui vont nous permettre d'afficher un enregistrement unique en dessous et à partir duquel les gens vont pouvoir faire leurs inputs. Mais avant d'accéder à cet enregistrement-là, en fait, tout ça, toute cette partie qui est en gris ici, sont des filtres pour cette table externe ici. Donc si je passe en mode layout, vous allez voir qu'on a ici la table activité filtrée. Et celle-ci est le résultat de tout ce qu'on va avoir ici. Donc on va avoir des filtres
au niveau de ces tables externes-là, qui sont également mis en concurrence avec les autres filtres qu'on va avoir ici sur des simples champs comme on a vu tout à l'heure. Donc, quand on va cliquer sur la partie système, on va adapter la liste qui va apparaître ici. Celle-ci va s'affiner également, et au fur et à mesure, la liste finalement qui est au milieu va décroître considérablement. Donc chacun va pouvoir trouver ce qu'il recherche. Si je suis le responsable, voilà, le risk manager, j'ai déjà une liste ici qui s'affiche. Je vais pouvoir maintenant dire, à l'inverse, je suis je recherche dans la stratégie Skills and Staff, je suis une partie prenante IT. Voilà, j'ai la liste des tâches que je vais devoir renseigner. Donc bon, après, on a ici la possibilité de... Chacun va pouvoir imprimer une liste détaillée, voilà, avec ce qu'il lui faut pour finalement aller en réunion. Et on va pouvoir mixer tous les critères les uns avec les autres. Là, ce qui était important également, c'est que comme on a... donc, vous voyez, si je suis dans cette liste-là, j'ai pas mal de choses, mais si j'active un filtre à ce niveau-là, quand je suis ici, je ne vois pas forcément que j'ai filtré. Donc on essaie de mettre toujours en place un indicateur pour dire que il y a un filtre qui est actif à cet endroit-là. Donc là, c'était assez parlant quand on sélectionne un élément de la liste. Là, on a ici juste filtre tâche qui a changé un petit peu d'aspect. Il est juste souligné pour montrer qu'ici, on a effectivement un filtre qui est actif. Donc là, vous voyez, objectif est filtré. Quand je le décoche, on voit qu'il n'y a plus de filtre. Bon, ça, c'était une demande. Enfin, c'était pour. On avait des utilisateurs qui disaient ouais, mais je comprends pas, ça marche pas, alors qu'en fait, ils avaient finalement un filtre qui était activé, mais qui était peut-être tout en bas, et ils ne le voyaient pas. Donc, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que quand on va mettre en place un filtre, ça va être assez pratique d'avoir un témoin qui va indiquer que on a un filtre qui est en place et que la liste qui apparaît en dessous est filtrée et qu'elle n'affiche pas la totalité des enregistrements. Donc, au niveau des scripts qui sont mis en œuvre pour faire ceci, on a voilà, filtre dimension, donc là on agit tout simplement, soit on rajoute le filtre, soit on le supprime. Hein. Si le filtre est déjà actif, on va le supprimer. Et dans ces cas-là, quand on va supprimer le filtre, on va également supprimer les filtres qui sont derrière. Donc vous voyez, on utilise encore la technique ici du all qui va nous permettre de tout afficher quand il n'y a pas de filtre sélectionné. Et donc à chaque fois, donc là on est au niveau dimension. Si je vais au niveau, donc en dessous, le niveau objectif, je vais également réinitialiser les tables externes qui sont dépendantes de celle-ci, et pareil pour les filtres. Donc là on n'a plus qu'un seul niveau, et donc du coup ça nous donne, ceci. Si je clique ici, je réinitialise la liste qui est à droite. Donc voilà, on a juste une dépendance comme ça, une hiérarchie dans les externes, et dans la manière d'imbriquer les filtres. Donc bon, là aussi, l'utilisateur était plutôt satisfait de ça, ça répondait à sa demande, et c'était une autre façon donc, de mettre en place des tris dans FileMaker, enfin des filtres pardon, sur les tables externes. Au niveau des bonnes pratiques, donc là on arrive déjà un petit peu à la fin. Pas de filtre égale afficher tout, c'est un petit peu finalement ce qu'on voit partout. Alors ça paraît bête de le dire, mais j'avais vu un exemple où on commençait, où il n'y avait pas de filtre, et la liste était complètement vide. Donc nous, on a plutôt l'habitude de travailler avec la méthode entonnoir. Donc quand on arrive sur une liste, généralement la liste est déjà remplie, et au fur et à mesure, on va rajouter des filtres, et au fur et à mesure, on va filtrer. Donc ça paraît bête de le dire, mais j'ai vu des exemples où finalement on arrivait, il n'y avait rien, tous les filtres étaient cochés, et je trouvais que c'était un petit peu perturbant, parce que finalement moi j'ai pas coché de filtres, mais ils sont là, et en dessous la liste est vide, et puis à l'inverse on décochait, donc bon. Après, c'est effectivement, il faut voir en fonction de votre contexte et de ce que vous avez à filtrer, et de trouver la manière la plus appropriée de le faire. Donc, pas de filtre égale afficher tout, c'est souvent quand même ce qu'on utilise. Dans les intervalles, quand on va dire effectivement que le début, si c'est vide et qu'à la fin c'est rempli, on va dire que c'est plutôt un filtre jusqu'à, et à l'inverse, un filtre qui signifie depuis quand les deux dates sont, enfin la date de fin est renseignée.
La logique booléenne, effectivement, vous avez vu dans les filtres au niveau des modes modèles, effectivement, c'est pas faux, 1 égale vrai. Utiliser les si ou les cas, ça facilite énormément. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai donné avec l'intervalle sur les chiffres, ça va être assez pratique d'utiliser la fonction définir parce qu'elle va permettre déjà de clarifier son code, de clarifier la logique, et même pour vous, pour d'autres développeurs qui devraient passer derrière vous, le plus c'est documenté, le mieux c'est. Et ça, c'est vrai pour les tables externes, mais c'est vrai pour tout le reste. Donc, les si, les cas, effectivement, ça facilite énormément la mise en place de conditions imbriquées comme ça. La fonction définir, effectivement, je viens d'en parler. Voilà, je vais vous citer quelques ressources. Bien sûr, les FileMaker Training Series, alors on est passé à la 13, mais si vous avez l'occasion de jeter un œil sur les FileMaker Training Series 11 et 12, donc ce sont les leçons 9.2 qui vont parler de ce qu'on vient de voir ici. Je vous recite la solution de démarrage facture, c'est vraiment un bon exemple, elle a été complètement refaite pour la 13, et c'est à partir de là que vous verrez un exemple de filtre avec un calcul également en execute SQL. Le site de Kevin Frank, FileMaker Axe, si vous recherchez les mots-clés Filtered Portal, vous allez tomber sur plusieurs articles assez intéressants qui sont bien documentés. Et bon, là, c'est une ressource en anglais, mais c'est très intéressant. Je vous recommande d'aller faire un tour sur son site. Pour tous ceux qui sont abonnés au site FM Source, si vous n'êtes pas, je vous conseille de le faire. Vous pourrez accéder à ce fichier qui a été développé par Fabrice Norman et Agnès Barou, où ils reprennent également, ils présentent également cette technique de frappe clavier qui va filtrer automatiquement la table externe. Donc ce fichier est téléchargeable également à cette adresse-là si vous êtes membre du forum. Bien sûr, vous retrouvez les fichiers démo, mais les vrais, les non débuggés, qui seront téléchargeables après la session. Voilà.